Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralbia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Il est 19h06. À la fin de l'émission, je vous rappelle, vous avez rendez-vous avec mon ami, confrère Jameldine Benchenouf pour l'édito. Allez, place à l'actualité. On va revenir sur cette agence nationale d'édition et de publicité. L'ANEP qui a vu le jour en 1967, mais en 90, c'est Ahmed Ouyahia, chef du gouvernement, qui signe un décret instituant, oui, le monopole de l'État sur les annonces institutionnelles. Ainsi, l'agence d'édition et de publicité, donc l'ANEP, devient une agence gouvernementale et dispose d'un monopole, et oui, vous entendez bien, sur le marché de l'attribution de la publicité publique. Ce monopole attribué à l'ANEP provoque déjà à l'époque une polémique et des accusations de détournement d'argent public. On va y revenir. Des enquêtes qui renversent donc d'anciens fonctionnaires et ministres dans le cadre de dossiers de corruption dans la gestion de l'Agence nationale de l'édition et de la publication ANEP. Des enquêtes inédites, une grande première. On va y revenir ce soir, mettre en lumière cette institution qui contrôle le paysage national de la presse écrite depuis près de 3 décennies. C'est l'actualité. L'ancien directeur général, donc M. Shakir, a été placé avec l'ancien ministre et directeur général de l'agence Jamel Kawan en détention provisoire, tandis que l'ancien ministre de la Communication, Hamid Guerin, est soumis au système de contrôle judiciaire. On y revient avec nos invités, les observateurs. Les analystes se demandent si ces enquêtes sont le début d'un véritable processus d'épuration du secteur des médias, afin de le sortir de l'état misérable qui le caractérise depuis des décennies. Ou s'agit-il tout simplement d'une initiative qui reflète une lutte là-haut au sein du pouvoir entre des partis influents dans la hiérarchie du pouvoir qui se repositionnent donc dans le secteur des médias et de l'approbation avant l'approbation de ces nouvelles lois. Sans plus tarder, avant de se poser plusieurs questions, le plaisir de l'accueillir sur le plateau, Youssef Amal Hodja, militant politique, merci d'être là. Malgré cette grande journée de mobilisation en France, vous avez réussi à venir, merci. Merci Chavan, bonsoir à tous les téléspectateurs et spectatrices de El Maralbia. Je salue aussi l'équipe de El Maralbia qui fait un excellent travail, et sans oublier les familles des détenus de l'opinion. Merci infiniment. Bien sûr, chaque soir, on a une pensée pour les détenus. On a une pensée aussi pour nos frères et sœurs algériennes qui sont de l'autre côté de la Méditerranée au quotidien difficilement. On y reviendra notamment en cette veille de mois saint, de mois béni de Ramadan. Il est avec nous, Karim Kebir, journaliste. Comment parler de l'ANEP sans avoir notamment un confrère en Algérie? Karim Kebir, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de Maralbia et à vos invités. Merci infiniment et le plaisir aussi d'avoir un militant politique, journaliste Yahya Bounoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Merci infiniment. Place à nos invités. Plusieurs questions rapidement. On va revenir sur l'existence. Déjà, je vous le disais, en 90, où Yahya qui signe ce décret de monopole. On va essayer de comprendre le rapport entre l'ANEP, le pouvoir et les médias. On va essayer aussi de savoir qui finance, qui sont les publicitaires. Ces partenaires ont-ils un partenariat, une relation particulière avec le pouvoir? Pour donc vous donner un exemple, lorsqu'on est une entreprise d'État en Algérie, si on veut financer un média, eh bien il faut passer par le pouvoir. Vous avez compris que c'est très complexe, notamment donc directement ou indirectement avec une telle agence, une agence qui finance donc les médias en passant par le pouvoir. Peut-on parler donc d'une réelle indépendance, une réelle liberté médiatique? Notamment, on reviendra sur la présence aussi, l'actualité parle d'elle-même avec l'affaire derrière d'Ihsan El Qadi. Où en est la presse en Algérie? Et puis, est-ce que, c'est le titre de l'émission, vous l'avez vu, est-ce que l'ANEP est une source de moyens de corruption ou un financement logique, stratégique, intègre et honnête de la presse en Algérie? Karim Kebir, on va commencer par vous, parce que je sais que on doit vous libérer, mais j'ai envie tout simplement de vous poser une simple question. L'existence de l'ANEP, de cette agence, comment vous pourriez la définir? Comment vous pourriez en parler? Et je le disais tout à l'heure, 90, place au monopole, on doit passer par l'ANEP pour aider, pour financer soit la presse, soit indirectement pour enfouir les poches des personnes qui sont au pouvoir. Justement, au début, avec le gouvernement Hamrouch, l'idée
l'idée était soutenir un peu la presse parce qu'elle était balbutiante. Donc, c'était dans la foulée de l'ouverture démocratique de 89. Donc, il y avait cette idée un peu d'aider les médias. Ils leur ont fourni, par exemple, la maison de la presse gratuitement. Donc, ils ne payaient pas les charges et puis ils assuraient des salaires pendant un moment. Mais au fil du temps, les intentions du pouvoir se sont révélées justement avec cette idée de donner le monopole des annonceurs publics, de l'annonce publique à l'ANEP. Et depuis, on a créé un système médiatique, mis à part quelques titres, mais l'essentiel des journaux qui ont été créés par la suite souscrivaient justement à l'ANEP à travers leur relais, à travers leur connaissance, ou bien par allégeance, pour obtenir justement de la publicité. Et c'est comme ça que ça a évolué mais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. À telle enseigne qu'il y a des titres qui ont été créés, notamment depuis l'arrivée de Bouteflika, c'était pour inonder un peu le paysage médiatique à travers des journaux insignifiants, et c'était beaucoup plus pour réduire un peu l'influence de certains 4 ou 5 titres qui avaient gagné en audience durant les années 90. Et on a inondé le marché par des titres, et ces titres, essentiellement justement, souscrivaient au niveau de la net, à travers, ils bénéficiaient de la rente publicitaire. Et ce sont justement, mais au lieu que cette manne dont ils bénéficiaient, elle devait aller justement aux employés, à la formation, à créer de grands groupes de médias, malheureusement, on a vu tout à fait le contraire, c'est qu'ils ont complètement vidé les rédactions. D'abord, il y a aucune relève pratiquement, la formation. Et puis on a vu que finalement c'est devenu, le système médiatique est devenu une forme de quincaillerie où on a des patrons de presse entre guillemets, mais qui n'ont même pas de lien avec la presse. Il y a des gens qui détiennent des titres, mais qui ne sont même pas issus de la presse. Je vous cite le cas de l'ancien gloire du football, Rabah Madjer, qui a été condamné en juin dernier à 6 mois de prison sans mandat. Il avait des titres. Il y a d'autres, ils sont nombreux, qui ne sont pas issus de la presse, qui ont des titres. Et le résultat, on le connaît tous, c'est le discrédit de la presse, comment dire, il y a la corruption qui a gangréné le système au point où aujourd'hui on se retrouve avec plus d'une centaine de titres, comme l'a dit la dernière fois Tiboun, des titres dont la plupart, l'écrasante majorité, n'est même pas lu, ou parfois on les retrouve même pas sur les kiosques, mais qui bénéficient justement de cette rente. C'est ce qui a fait dire d'ailleurs à un ancien responsable de l'ANEP en 2000, mais qui n'a pas trop tardé l'Arbi Wanouri, que c'est un nid à corruption. Restez avec nous, Karim Kebbil, je reviens à vous dans un instant. On va écouter maintenant l'ancien PDG de l'ANEP, l'Arbi Wanouri, qui déjà en 2020, peut-être c'est ce qui lui a valu d'ailleurs notamment son éviction, il a été limogé. Il a révélé déjà à l'époque que l'agence a dépensé 40 milliards de dinars, 300 millions d'euros en frais de publicité au profit de la presse écrite papier. Il avait dit clairement, je cite, cette corruption et ces violations doivent cesser. Les services de la gendarmerie nationale doivent intervenir, comme il avait évoqué l'ANEP, comme moyen d'enrichissement illicite par des forces non médiatiques. Et il parlait déjà de corruption. On l'écoute, c'est en 2020. Il revient sur les scandales d'Oran et d'Annaba. Il dit clairement, voilà où nous sommes arrivés exactement. يحسي من ردونا فضايع في عنابة فضايع في قسنطينة فضايع في وهران فضايع في ما عندهم حتى علاقة بالواحد
مولا بار يدير جورنال ومن بعد يجي يحضر معاك ويقول لك واروح نديروا مصير الصحافه. لا اسمح لي، وين وصلنا في الاعلام؟ Voilà, on a écouté ici donc l'Arbi Onouri en 2020. Karim Kebir, encore deux petites questions avec vous avant de vous libérer et puis j'aurai le plaisir d'accueillir Yahya Bounouar et Youssef Amar Khoja. Toute une question qui est simple en fait depuis toutes ces années, on va dire depuis 1990. Est-ce que y a-t-il réellement une presse en Algérie, puisqu'il faut passer par l'État, qui dit argent dit mainmise. On connaît malheureusement la situation de la presse aujourd'hui en Algérie. Est-ce qu'on peut être une presse indépendante en Algérie avec un tel système qui est assez particulier? Non, il est tel que conçu jusqu'à aujourd'hui, il est quasiment impossible d'avoir un système médiatique libre ou d'avoir des journaux indépendants. C'est pas possible. Comme dit l'adage, ceux qui payent l'orchestre commandent la musique. Donc, ceux qui payent l'orchestre, c'est la rente, justement, c'est le système rentier instauré à travers la net. Et donc, forcément, vous avez affaire à une presse qui chante la musique du pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas objectivement faire autrement. Il y a 2 ou 3 titres qui ont tenté plus ou moins de s'autonomiser, de trouver des sources de financement par ailleurs ou de chercher, à travers notamment les sites, de chercher à trouver un modèle économique pour un peu échapper à ce monopole. On a vu leur sort. Donc c'est un véritable problème. Je pense qu'il est temps justement que ce monopole soit levé et qu'on fasse comme cela se fait à travers le monde. C'est-à-dire, on peut créer à la limite un fonds destiné à la presse qui doit être voté par l'Assemblée. Et c'est pour aider, parce que en définitive, la presse, c'est un attribut aussi de la démocratie. Donc si on veut réellement construire une démocratie, nous avons besoin d'un système médiatique fort, d'un système médiatique puissant et d'un système médiatique crédible. Auquel cas, il faut créer les conditions d'une compétition loyale entre les titres. Mais là, les plus grands annonceurs passent par la net, donc le monopole est entre l'État et c'est lui qui fait vivre, qui a droit de vie ou de mort sur les titres de la presse. Alors Karim Kebir, en étant vraiment honnête, parce que vous êtes, quand je dis honnête, je ne remets pas en cause vos analyses, mais sans spéculer, on essaye d'apporter vraiment des éléments de réponse les plus précises. Ces enquêtes inédites aujourd'hui, c'est quoi? C'est vraiment, on se demande si c'est peut-être, je le disais tout à l'heure en lancement, est-ce que le but c'est vraiment, encore une fois, de créer un véritable processus d'épuration du secteur des médias, enfin peut-être de le sortir de cet état misérable où il y a une lutte là-haut entre les personnes qui dirigent, entre les partis influents dans la hiérarchie du pouvoir. À quoi riment notamment ces enquêtes? Vous êtes plutôt optimiste ou c'est plutôt là-haut qu'on est en train de continuer à se partager, à se battre pour le morceau du camembert, comme on dit? Honnêtement, moi je reste très très prudent. Parce qu'encore une fois, tout ce qui est fait, tout ce qui est entrepris, en tout cas depuis quelques années ou quelques mois, ça obéit toujours à la logique du pouvoir. Donc je ne pense pas que ça rentre dans le cadre d'une volonté d'assainissement du système médiatique ou de le réformer. Parce que la réforme du système médiatique en lui-même, là, il est intimement lié à l'évolution du système, c'est-à-dire à cette volonté d'ouvrir, de respecter, de faire respecter les libertés, d'accorder aux gens les moyens d'être libres, d'être autonomes, de s'organiser. Donc, tant qu'on n'a pas entamé ce processus, je ne crois pas à une volonté d'assainir les médias, parce que encore une fois, c'est le même système lui-même qui a encouragé cette prolifération de titres qui bénéficient de la rente publicitaire de la net, et c'est toujours le même système qui veut essayer d'apparaître comme étant celui qui a l'intention d'assainir ou
Donc c'est pas évident parce que comme on dit, ce ne sont pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont trouver les solutions. Donc cet assainissement, il dépend d'abord de l'évolution du système. Donc ce n'est pas exclu, comme vous l'avez dit, que ça rentre dans le cas de tiraillement au niveau du sérail. Et puis moi, ce que j'ai aussi pu relever, que cette ouverture, en tout cas de cette enquête, est révélée une dizaine de jours après la sortie de Tebboune, où il vantait l'existence de 180 titres et une vingtaine de télévisions. Et il disait qu'il ne voulait pas les fermer, qu'il n'avait pas l'intention de les fermer, parce que s'il voulait, et il allait leur appliquer l'argument commercial, parce que la majorité ne payait pas les imprimeries. Donc, s'il le dit comme ça, et une dizaine de jours, on découvre qu'il y a une enquête où de l'argent à gogo a été distribué à des titres, il y a des moyens de s'interroger pourquoi ces gens-là ne payaient pas. Donc il faut, je pense de mon point de vue, il faut être vigilant, et il faut être prudent. Merci. Nous ne savons pas encore à quelle considération obéissent ces enquêtes. Encore une fois, on a donc compris que tout ça est lié donc au système. On va écouter une nouvelle fois avant de vous donner la parole. Youssef Amar Khoja sur le plateau et rejoindre Yahya Bounoual qui est avec nous via Skype. On va revenir encore une fois sur l'Arbi Onouri qui parlait vraiment de ces subventions octroyées aux journaux. Il parle vraiment de publicité plus sièges loués à des titres dérisoires, notamment au patron de presse. Il dit clairement qu'on peut posséder plusieurs presses et en récupérer la publicité sans aucun problème. Il évoque même ces presses qui parfois sont tirées à 2000 exemplaires et ont beaucoup plus de publicité à l'intérieur que parfois de contenu. إعفاء دعم غير مباشر يعني لا الإشهار في حد ذاته هو دعم المقرات. معظم الجرائد في بداية التأسيس إلى تتحصل على مقرات بأسعار رمزية الكراء، بينما في صحافة عمومية ما عندهاش مقرات. يعني المساء عنينا ما عندناش مقر، كنا كاريين يعني جريده عموميه. دونك ما كانش الدوله لم تتعامل هذا عمومي هذا خاص كما يشاع. الدولة تعاملت مع أنها صحافة وطنية وتدعم أنه الإنشاء العناوين، ولكن الفوضى اللي عشناها أنه التعددية الإعلامية أصبحت كتعدد الزوجات. يعني كل واحد دير 3 4 جرايد 5 جرايد لوسيلة للنهب لا أكثر ولا أقل، يعني بدون شروط، يعني بدون لا تتوفر. وهنا أصبحنا دخلنا في الريع، يعني دخلنا في الريع الإشهاري، وهذه هي الكارثة. يعني لازم جاء الوقت، يجب أن يتوقف هذا الفساد، يجب أن يتوقف. ونظن أعتقد أنه العزيمة للالتزام السادس تاع السيد رئيس الجمهورية في تعهداته 54 واللي نحيوه بالمناسبة على هذا الدعم الحرية بدون قيود وبدون حدود. احنا في هذه نمشيو معك سيد الرئيس، أنا نمشيو معك في هذا المسعى بدون حدود، ولكن أيضا هذا يتطلب تنظيم دقيق، نفرز الساحة. ونحن عازمون بصفتي بحكم المنصب والمهمة اللي كلفت به، لازم الساحة تبقى للصحفيين. الصحافة يمارسها الصحفيون وتكون مؤسسات إعلامية، لأنه ما يشبه اليوم هي جمعيات خيرية. Youssef Amar Khoja, merci d'avoir patienté. Fallait libérer Karim Kébir, la NEP en Algérie. On passe par le pouvoir algérien pour financer un média. Qui dit média dit liberté d'expression. Ben c'est comme un petit peu le cas de tous les régimes autoritaires. Donc, le contrôle de l'expression est pratiquement vital pour eux, pour ces régimes-là. Malheureusement, le régime politico-militaire algérien en fait partie. Il me semble que toutes les Algériennes et Algériens ont compris que la NEP est un instrument de cette orientation de l'information selon le vouloir du régime. Mais ce qu'on est en train de regarder, d'observer actuellement, à mon avis, c'est une purge en préparation des élections du second mandat, donc du 6e mandat de M. Tebboune.
Et cette purge vise l'autre clan, donc on revient à cette lutte des clans au sein du pouvoir. L'ANEP est elle-même un instrument qu'on pouvait comprendre juste après l'indépendance, donc à sa création, je crois qu'en 1967, parce que tout simplement la presse algérienne n'avait pas encore beaucoup de cadres qui pouvaient, par exemple, porter l'information à la population. Il y avait aussi un taux d'analphabétisme extrêmement élevé en Algérie. Donc, avoir une information orientée juste après la guerre d'indépendance pouvait se comprendre à un certain niveau. On pouvait le comprendre à un certain niveau. Mais l'évolution de la société en général a imposé depuis facilement les années 1980-82, surtout après le printemps 1980, on pouvait déjà aller vers une presse indépendante qui est l'honneur et l'honneur de s'auto-financer via la publicité, via le travail réel sur la situation du pays, reporté, parce que la presse en général, c'est un pouvoir important, c'est vrai, mais c'est un service public aussi. C'est-à-dire que apporter la vérité aux citoyennes et aux citoyens, mais en même temps informer les autorités de la situation du pays, c'est à partir de ces informations-là qu'on pourrait, en parallèle par exemple avec bien sûr une justice indépendante et surtout un office national des statistiques complètement indépendant, un outil de quantification des problèmes et des moyens pour leur résolution. Donc là, on a loupé le virage d'aller vers une société moderne de liberté d'expression. Donc ce qui se passe actuellement, c'est une résultante de la visite de Macron en août dernier. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est qu'il y a eu un changement dans la balance des menaces au niveau des deux clans. Un général important de l'autre clan des services et de l'administration qui contrôle les services et l'administration, et notamment une partie de l'ANEP, a rejoint le clan Chengliha Tebboune. À partir de là, donc, puisque Tebboune est le poulain du régime militaire pour le prochain mandat, je vous le dis tout de suite, ils vont essayer d'utiliser le 22 février 2024 pour organiser des élections présidentielles le 22 février 2024. Voilà ce qui serait le plan évident pour récupérer encore plus le Hirak. Ça serait fort en chocolat, ça. Voilà, ce serait encore le Hirak Moubarak et ce serait le Hirak nouveau Jazair Jadida. Yahya Benoît, journaliste militant politique, vous avez une sacrée expérience un peu dans cette belle Algérie et son histoire. J'ai envie de vous dire, l'ANEP, faut pas sortir de Saint-Cyr à le présenter comme ça. Alors on peut comprendre qu'une entreprise qui travaille avec l'État, peut-être que honnêtement on pourrait se dire voilà, vous allez aider un peu la presse, mais vu la situation de la presse, est-ce que vous faites aussi ce bilan, que tout ça c'est peut-être pour permettre à ces personnes au pouvoir qui depuis des années n'ont pas spécialement contribué à l'indépendance de la presse, mais plutôt à s'entretenir? En fait, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'histoire des deux anciens ministres, dont l'un était ancien directeur de l'ANEP. Et puis il y a l'ANEP en elle-même, notamment depuis 1990. Alors pour les deux, on est clairement dans un règlement de compte. Il ne faut pas oublier que Kawan était le larbin de Ali Haddad, que c'est un ancien d'Al-Moudjahid, que Ali Haddad a été récupéré d'Al-Moudjahid et qu'il l'a mis à la tête de ces deux journaux lorsqu'il a lancé ces deux journaux, Le Temps en français et L'Waqt en arabe, puis à la tête de ce qu'il a appelé le groupe média quand il a ajouté une télévision. Donc c'était son homme de demain. Lorsque, après 2014, quand Saïd Bouteflika a voulu récupérer l'ANEP, c'est Ali Haddad qui lui a proposé de mettre Kawan, et c'est toujours le même Ali Haddad qui lui a proposé de le nommer ministre quand il fallait trouver un ministre. Donc c'est clairement
Larbin de Ali Haddad. On se demande d'ailleurs pourquoi il n'a pas été en prison plus tôt. Le deuxième, Hamid Green, là aussi c'est un règlement de compte. Il ne faut pas oublier que Hamid Green écrivait sous un pseudo dans un site pour faire l'apologie du 4e mandat, alors que Bouteflika était incapable de le faire et qu'il a participé à la mise en place du système de prédation et qu'il s'est également servi. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'il y avait la guerre entre les Bouteflika et le général Toufiq, Hamid Green n'a pas hésité avec sa plume, à tirer directement sur le général Toufiq. Et bien aujourd'hui, il y a un retour de bâton. Donc là, on est dans un règlement de compte entre ce qui reste du clan Saïd Bouteflika Ali Haddad. Et puis il y a l'ANEP. L'ANEP, donc depuis 90, il y a un décret qui dit que toute la publicité des institutions de l'État doit passer par l'ANEP. Quand une mairie veut recruter une secrétaire, ça doit passer par l'ANEP. Quand il y a un spectacle, toute la publicité étatique, les ministères, les wilayas, les mairies, les daïras, les clubs de football, les centres culturels, tout doit passer par l'ANEP et l'ANEP le redistribue. Évidemment, cela a permis à la police politique, au DRS à l'époque, les colonels qui géraient les médias pour le compte des militaires, qui distribuaient la manne. Et comme ce sont des militaires, ils avaient une vision, ils ont toujours une vision qui est très binaire, où vous êtes hostile et où vous êtes docile. Alors quand vous êtes docile, évidemment, vous avez de la publicité, même si votre journal ne vaut rien. Et quand vous êtes hostile, eh bien, on vous étouffe jusqu'à ce que le journal ferme. On était dans ça jusqu'à ce que Saïd Bouteflika récupère lui-même l'ANEP en 2014, notamment en mettant à la tête de l'ANEP Kawan. Donc voilà comment ça fonctionne. Aujourd'hui, apparemment, Kawan et Hamid Green ont servi de la publicité aux journaux qui faisaient la promotion du 4e mandat de Bouteflika et même du 5e. Mais en même temps, comment ? On va y revenir justement, c'est la prochaine question que je vais vous poser et c'est une question aussi que je vous pose. Voilà, on parle d'enquêtes inédites tout de même, Youssef Al-Makhroudja et puis cher Yahya Bounouar. Ces enquêtes, c'est quoi ? On est en train de vivre peut-être, des observateurs, je le disais tout à l'heure, je le répète, se demandent si ces enquêtes sont peut-être le début d'un véritable processus d'épuration dans le système des médias, ou c'est peut-être une lutte entre ces partis influents et qui veulent se repositionner d'une certaine manière au sein des médias. Comment vous voyez un peu à la veille, d'ailleurs vous le disiez aussi, à la veille de cette élection, de cette échéance présidentielle ? Bien entendu, en regardant par exemple ce qui a été publié dans l'APS, je crois. Oui, exact. Donc nous avons vu déjà soi-disant des personnes avec juste leurs initiales, alors que tout le monde connaît ces personnes. Quand vous dites le ministre Intel avec ses initiales, il n'y a pas 200 000 ministres en Algérie, c'est très facile à trouver. D'ailleurs, vous-même, vous les avez, les noms. Donc on voit que ajouter à l'opprobre l'insulte, c'est-à-dire l'ANEP et l'APS, font vraiment un couple très joli pour la dictature militaire en Algérie, qui est vraiment, on va peut-être se rappeler de ça dans les prochaines décennies, d'une honte incroyable dans une page historique de l'Algérie, surtout après l'avènement du Hirak. Donc, bien sûr, la justice est devenue un instrument de la répression. Bien sûr que le pouvoir, les dominants actuels vont l'utiliser comme un instrument pour châtier l'autre clan, mais aussi, bien sûr, les simples militants, comme on le sait tous, les détenus d'opinion, les otages d'opinion, qui sont des centaines, plus de 303, je crois, qui sont encore... Et ce sont là ceux qu'on connaît, parce qu'il y a d'autres qu'on ne connaît pas. Donc cette lutte-là a toujours
ce visage très vilain qui est porté, un visage qui est donné même à l'extérieur de l'Algérie, un visage vilain de comment s'expriment les Algériens vers l'extérieur, parce que bien sûr quand on lit avec des fautes d'orthographe à l'APS, je vous invite à lire la déclaration de l'APS, avec des fautes d'orthographe et destinées soi-disant même aux observateurs étrangers, donc tout ça, ça atteint même la dignité des Algériennes et des Algériens. Donc on est vraiment, enfin moi personnellement je suis très triste de voir ça, mais n'empêche, nous sommes tous d'accord là sur ce point que les Algériennes et les Algériens ont tout à fait compris que ça reste dans la trame de fond toujours de lutte entre les deux clans actuellement qui se chamaillent pour le deuxième mandat de Tebboune, parce que l'un voudrait placer ses pions et l'autre voudrait continuer avec Tebboune en renforçant le pouvoir bien sûr des militaires, parce que sachant que Tebboune c'est surtout Chengliha qui est derrière avec le clan de l'armée de terre et d'autres généraux, mais d'un autre côté vous avez le clan des services secrets et surtout ceux qui contrôlent l'administration et bien sûr tout ce qui est technique en Algérie et notamment les moyens d'information. Donc le clan de Chengliha a bien compris que si il loupait le coche de bien maîtriser la presse et la presse, je veux dire la propagande, parce que l'outil de propagande actuellement il est un petit peu divisé entre ces deux clans. Et le fait de virer certains qui portent allégeance à l'autre clan laisse de la place à d'autres sbires des nouveaux régimes donc de Tebboune Chengliha. Il s'agit de grosses sommes d'argent. Je crois qu'il y a eu un chiffre qui a été avancé sur le financement de l'ANEP qui est de l'ordre de 120 millions de dollars. Donc on parle bien de millions de dollars. Si je ne me trompe pas, on avait parlé de ça il y a un an de cela. Donc 120 millions de dollars. Et c'est un gâteau comme disaient mes compatriotes tout à l'heure, c'est encore un gâteau de la rente hydrocarbures qui doit être distribué par les petits sbires du nouveau régime. Et voilà, nous sommes vraiment dans cette tragédie que l'Algérie reste toujours un pays riche avec ses richesses minérales et énergétiques, mais une caste de généraux qui tiennent le pouvoir se partagent le grand morceau de cette rente. Yahya Bounoir, donc il y a des projets de loi qui se mettent en place dans tous les secteurs. D'ailleurs, les médias aussi sont en train d'y passer, notamment la presse écrite, audiovisuelle, la presse électronique. Dernièrement, il y avait une proposition, un souhait du président algérien d'avoir donc une meilleure gestion, d'être un peu plus proche de l'APS. Or, pour vous, ces enquêtes à quelques semaines effectivement de cette échéance, alors on ne sait pas encore ce que ça va donner avec ce peuple et avec ce pouvoir qui malheureusement a un degré d'illégitimité assez conséquent. On y reviendra. Ces enquêtes, c'est quoi? C'est vraiment pour remettre de l'ordre dans ce secteur qui vit des grosses difficultés, un état assez misérable. Il y a une bonne volonté vraiment de réorganiser les choses et de virer un peu les mauvais maillons, j'ai envie de dire, avec tout le respect que je dois aux personnes, ou c'est plutôt, encore une fois, là-haut, il y a une lutte des clans et on a une mainmise et on veut bien se placer là où il faut? Il y a les deux. Il y a un règlement de compte pour ce qui concerne ces deux anciens du clan de Bouteflika et de Ali Haddad. Donc ceux-là, ils ont que ce qu'ils méritent. Ils ont mis le doigt dans le pot de miel et ils se sont servis. Donc voilà. Et puis après, la réforme du secteur de l'information, je pense qu'il faut pas être naïf, il faut être très lucide. Toute réforme, dans tous les domaines, ce sera du 87 bis pour l'information, du 87 bis pour la politique, du 87. On est dans un régime, dans une dictature militaire qui va fermer, verrouiller partout où elle peut. Il ne faut se faire aucune illusion. En politique, la première des qualités, c'est la lucidité. Et donc, il faut être très lucide, voir les choses en face, voir qu'on a en face un régime militaire et qui va verrouiller. Je vous dis encore une fois, pour ces militaires, ils ne s'en cachent pas d'ailleurs, il n'y a que deux possibilités. Ou vous êtes hostile,
et ils vous combattent, ou vous êtes docile. Et donc, nous sommes hostiles à ce régime, et tous les autres, ils vont les presser, les verrouiller jusqu'à ce qu'ils soient dociles. Ils ne comprennent que ce langage. Donc, il faut s'attendre, si jamais il y a des réformes, entre guillemets, des nouvelles lois, des nouveaux textes sur l'information, ça va ressembler au 87 bis pour l'information, ça va ressembler au 87 bis pour les syndicats, c'est en cours, ça va ressembler au 87 bis pour les associations, ça va être le verrouillage partout. Il ne faut se faire aucune illusion, et par contre, il faut lutter, il faut combattre contre tout ça. Alors quand vous parlez de 87 bis, c'est vrai que dans le jargon des observateurs, des militants, mais pour le rappeler aux téléspectateurs, qui dit 87 bis, c'est tout simplement de classer toute personne qui parfois milite, qui s'exprime, qui essaye vraiment de donner son avis, notamment dans la classe du terrorisme. Alors quand on sait ce que c'est que le terrorisme, on se pose des questions. Peut-être une dernière question à tous les deux. Donc on a compris qu'il y avait un développement de la presse qui est loin d'être au rendez-vous, l'appauvrissement des journalistes, donc l'enrichissement dans une guerre des clans, notamment de patrons encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire demain, messieurs? Excusez-moi de la question, elle est un peu directe, un peu simpliste, mais qu'est-ce qu'il faut faire demain pour que cette presse puisse revivre, que ses confrères, consoeurs puissent notamment essayer de faire leur travail tant bien que mal? Oui, allez-y, Yahya, Youssef. Bon, toujours fair play, Youssef Amal Khodja. Yahya Bounoir, l'avenir pour le peuple algérien, pour essayer de... C'est quoi le problème? C'est le projet politique? C'est la légitimité qui n'est pas au rendez-vous au sein du pouvoir? Le pouvoir est totalement légitime, et c'est pour ça qu'il cherche à verrouiller. Un pouvoir légitime aurait la capacité d'ouvrir la presse, d'ouvrir la vie politique, la vie syndicale, la vie associative. C'est parce qu'il est illégitime qu'il verrouille et qu'il ferme de partout. Alors ce qu'il y a lieu de faire, en ce qui concerne la presse, c'est déjà aux femmes et aux hommes des médias, ce qu'on appelle des journalistes. C'est déjà à eux de défendre leur profession. Eh bien, malheureusement, c'est pas le cas. Eh ben, c'est aux militants politiques à l'intérieur, mais également... Pas le cas, c'est difficile à la fois. On connaît le cas d'Ihsan El Qadi, entre autres, on pourrait en citer plusieurs. C'est pas simple non plus, quand on est journaliste dans ces pays-là, de faire son travail. Oui. D'où le mérite de Ihsan El Qadi et de ceux qui se battent, parce qu'ils sont ultra minoritaires, et alors que les autres soit acceptent d'être corrompus, soit se laissent marcher sur les épaules, et le khobza comme ils disent, et voilà, et ça mène le pays où ça le mène. Et puis il n'y a pas que les médias, il y a la vie politique, il y a des militants qui luttent à l'intérieur, il y en a d'autres qui luttent à l'extérieur. Il faut faire converger tout ça pour aboutir à une feuille de route, parce que le régime a sa feuille de route. Nous avons un objectif, je crois que nous le partageons tous, qui est l'établissement d'un système démocratique en Algérie, qui respecte les libertés et les droits des citoyens. Il nous manque une feuille de route pour mettre en place tout ça. Il faut y travailler sans relâche. Il ne faut pas céder à la déception, il ne faut pas céder au désespoir. Au contraire, l'espoir est dans la lutte, et donc il faut continuer à lutter. Avant de vous libérer, vous souhaitiez revenir sur cette journée du 8 mars, symbolique bien sûr de la femme, et ça sera en tout cas pour nous la journée des droits de la femme, parce que là, on n'a pas besoin d'attendre le 8 mars pour parler des femmes. Oui, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc c'est demain. Le rôle de la femme algérienne est très important. On l'a vu notamment dans le Hirak. On a vu le fameux 8 mars 2019, qui était, je pense, la plus grande marche dans le Hirak, celle où on pouvait compter au moins 15 à 20 millions d'Algériens dans la rue, entre les femmes et les hommes. Donc la femme a un rôle très très important, notamment en Algérie. Il faut la saluer, et il faut également que la femme algérienne, celle qui nous écoute, participe elle aussi avec les maris, avec les fils, avec les pères,
à se libérer de ce régime et à pousser, parce que quand les femmes poussent, eh bien les hommes se sentent pousser des ailes. Et donc, ouais. En plus, le 8 mars, pour moi, il a une signification particulière au niveau personnel. Donc, merci. voilà. Merci Yahya Bounoir. Effectivement, on sait le rôle aussi de la femme, la jeune femme, des étudiantes dans le cadre du Hirak, dans sa longévité, dans son pacifisme. Le mot de la fin, même réaction, un peu l'avenir. Donc en réponse à l'avenir du journalisme en général, de la liberté d'expression en Algérie, moi je salue d'abord tous ces véritables héros et héroïnes au pays qui portent la vérité, qui filment la vérité avec leurs petits moyens de téléphone et même avec tous les risques qu'ils prennent donc vis-à-vis du 87 bis et de la répression sans faille actuellement au pays. Donc ce sont là des jeunes femmes et des jeunes hommes qui nous informent de la situation du pays. Voilà quelque chose d'honorable à tout le pays et à l'histoire de la liberté d'expression en Algérie. Moi je les salue d'ici et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à aller sur des sites de réseaux sociaux pour nous informer de la situation du pays. Revenons au 8 mars, bien sûr, comme vient de le dire notre ami Yahya, c'est que le 8 mars 2019 a été une journée historique dans l'Algérie contemporaine, dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Et c'était grâce, bien sûr, aux familles, et notamment aux femmes. Mais aussi, nous allons aussi, à mon niveau, j'aimerais bien saluer l'honneur et le courage de ces mères et de ces femmes, des sœurs et des épouses et des filles, des détenus d'opinion qui sont là à souffrir tous les jours et toutes les nuits. Des disparus aussi. Et des disparus aussi, bien sûr. Et puis, quand on dit les détenus politiques et d'opinion, bien sûr, pas seulement du Hirak. Donc, il y a des mères qui souffrent depuis 28 ans. Il y a des mères qui souffrent depuis 28 mois. Il y a des mères qui souffrent depuis quelques jours. Je dis bien sûr des mères, des épouses, des femmes en général algériennes qui sont là à soutenir leurs familles. Et j'espère que nous, Algériens, au pays et ici et dans la diaspora, nous pourrons de temps en temps penser à elles et aux familles pour les aider. Et vraiment, le voisinage est extrêmement important. J'espère que les Algériennes et Algériens vont s'organiser au niveau des quartiers et des petits villages pour avoir une certaine indépendance de ce système criminel. Mais juste une réaction vraiment, 30 secondes. Vous parlez de ce 22 février éventuellement 2024. Il y a eu ce 1er novembre, réforme de la Constitution par exemple, pour ne citer que ça. Vous pensez que le pouvoir sera capable vraiment d'infliger ça au peuple algérien en mettant... Chaaban, il nous a démontré qu'il n'a aucune honte à instrumentaliser des dates historiques de l'histoire nationale. Donc le fait qu'ils sont arrivés à instrumentaliser le 1er novembre, je vous assure qu'ils n'auront aucune honte à instrumentaliser le 22 février 2024. On en reparlera, sachant que le 22 février dernier, en tout cas, même si le président de la République avait parlé d'un 22 février béni, on n'a vraiment rien vu du tout. L'ANEP au service de la corruption, point d'interrogation. Merci à tous les trois, Youssef Amar Khodja, merci Yahya Bounoir qui était avec nous via Skype et Karim Kebir, confrère journaliste, l'équipe en régie. Merci infiniment. Je l'espère, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour un nouveau numéro de Microscoop. Merci à l'équipe régie, merci à Abdelhaïd de m'avoir accompagné pour préparer cette émission. Dans quelques instants, l'édito de Jamaldine Benchenouf. Bonne soirée à tous.